Vous le savez, normalement, si vous me suivez depuis un petit temps, j'arrête pas de dire droite ou gauche, c'est pas important, parce que ce sont des cases faites pour essayer de s'y retrouver un peu plus facilement, mais quelqu'un n'est jamais entièrement de droite et quelqu'un n'est jamais entièrement de gauche. Cette vision, on l'a parce que, selon moi, c'est ce que nous montrent les assemblées nationales et les parlements, donc je parle de Belgique et France, qui sont tout le temps des blocs qui votent soit pour, soit contre. Et on ne voit pas de disparité, enfin en tout cas rarement, sauf si on suit souvent peut-être les débats et encore. Mais on ne voit pas de disparité, on ne voit pas par exemple un élu de droite qui va tout à coup dire « Ah ben moi je suis pas d'accord avec le reste de mes collègues ». C'est assez rare. On commence à le voir, mais c'est rare. Et en fait, je suis tombé sur cet article de Mediapart, et c'est là où je trouve ça hyper intéressant, et c'est là aussi où, voilà, quand je dis, c'est une des raisons pour lesquelles je suis Mediapart, pardon, c'est aussi pour ça. C'est parce que, justement, je vous montre le titre, à droite, des élus locaux défendent une vision apaisée de la laïcité. Et donc vous allez voir, malgré que ce soit, voilà, ils aient l'étiquette de journal de gauche, ils ont cette faculté quand même à toujours se remettre en question, à se poser des questions, enfin voilà, à voir le monde et avoir une certaine ouverture, selon moi, au monde qui est intéressante tout en ayant des sources pour étayer leurs idées. Les parlementaires LR, donc les Républicains, si vous êtes belge, c'est en gros la droite française, prévoient de durcir la loi sur les principes républicains qui arrive au Sénat mardi. Sur le terrain, des élus locaux de droite font pourtant entendre une autre voix sur les questions liées à l'islam et à la laïcité. L'Assemblée nationale et au Sénat, à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est souvent la même rengaine. À chaque texte impliquant de près ou de loin l'islam, les parlementaires, les républicains enchaînent les amendements et les prises de parole enflammées. Et c'est vrai. Là, pour le coup, je regardais de temps en temps, là maintenant ça fait un petit temps que j'ai pas regardé, mais j'aime bien regarder les débats à l'Assemblée nationale, et putain quoi, c'est vrai que c'est un peu caricatural. Les républicains, toujours, dès que c'est l'islam, ce sont des voleurs et des brigands, et la gauche va toujours défendre l'enfant et l'orphelin. Enfin, la femme et l'orphelin, je crois que c'est ça l'expression, je me suis un peu embrouillé, mais c'est vrai que c'est un peu caricatural et c'est un peu triste. L'arrivée au Sénat de la loi contre le séparatisme, finalement appelée loi sur le respect des principes de la République, mardi 30 mars, ne devrait pas faire évoluer cette tendance. Les sénateurs ont déjà déposé 657 amendements sur le texte, après plusieurs jours de débats ardus en commission. À droite, cette ligne de combat n'est pourtant pas la seule à exister. Les élus locaux LR, donc les républicains, maires, conseillers départementaux ou régionaux, font parfois entendre un autre son de cloche sur la question. Ça me fatigue, ce sujet revient trop souvent dans le débat politique, déplorait par exemple Alain Ramadier, député de Seine-Saint-Denis, dans Le Parisien, à l'automne 2019. À l'époque, un amendement visant à interdire le port du voile aux mères accompagnatrices de sorties scolaires était proposé au Sénat par ses homologues du groupe LR. Depuis l'automne 2020, la séquence politique est à nouveau accaparée par le sujet. En ce moment, je suis bien content de ne pas être musulman, souffle Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Les musulmans que je croise ont l'impression qu'on leur tape dessus à partir de faits qui ne les concernent pas. L'ennemi, c'est l'islamisme, pas l'islam. Et je sais pas si vous vous rendez compte que c'est donc quelqu'un de droite qui dit ça. Pourquoi je souligne ça? Parce qu'il y a plein de gens qui sont de droite qui vont me dire « Mais c'est pas parce qu'on est de droite qu'on est raciste ou justement discriminant. » Et c'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Mais c'est important de l'entendre, en fait. Et c'est vrai que ce soit au Parlement ou à l'Assemblée nationale, nous, par exemple, on a le champion de sa catégorie, Georges-Louis Boucher, mais accompagné de Charles Michel aussi, qui n'est pas très doué, qui sont tout le temps sur le dos, comme ça, parfois, de minorités, ou on a aussi en Belgique Bart de Wever, mais donc en France, on voit effectivement un Macron, mais surtout Jean Castex qui va présenter des amendements, t'es en mode, mais waouh, les gars, on est en 2021, ok? Les cultures, elles se mélangent. Ok. On sait très bien qu'un islamiste, pardon, ce n'est pas un musulman, c'est pas la même chose. Genre putain, enfin, faut arrêter quoi. Et du coup, en effet, mais
voilà, on voit aussi justement dans les Républicains que souvent le sujet revient tout le temps, et c'est un peu fatigant. Et c'est tellement fatigant qu'on a l'impression que du coup, ben voilà, comme il y a tous les élus républicains, dès qu'il y en a un qui dit ah ben il y a un problème avec les musulmans, direct ils sont tous à le suivre en disant c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous faites. C'est vrai que parfois on a l'impression que toute la droite est comme ça. Mais non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, et ce n'est pas parce qu'une poignée, parce qu'il ne faut pas oublier, hein, mais les Républicains, je sais plus combien ils sont à l'Assemblée nationale, ils sont quoi, 50, 90 ? Ils sont quand même assez gros, mais voilà, on va dire une centaine, d'accord, on va arrondir, une centaine d'élus sont comme ça, que pour autant, ça veut dire que tous les élus, que ce soit en mairie, tous les politiciens finalement de droite ne sont pas forcément comme ça, et ça ne veut pas dire aussi qu'on les a élus pour ça. Et ça, c'est moi, ce qui me tape le plus, et ce que je pense que les partis n'ont pas compris. C'est qu'il y a plein de gens qui votent des partis parce qu'ils sont d'accord sur plusieurs points, ou même parfois très spécifiquement sur certains points. Mais c'est pas parce qu'ils ont été élus que forcément les gens sont d'accord avec eux sur tous les points, en fait. Genre, voilà, typiquement, c'est la République En Marche, c'est sa plus grosse erreur, hein. C'est qu'en fait, Macron, il a cru qu'on l'avait élu et qu'on lui avait donné une carte blanche, quoi. C'est bon, vas-y, fais tout ce que tu avais dit, parce que à 100% on te suit. Mais c'est pas ça être président, c'est pas ça être politicien, en fait. Il faut bien avoir conscience que on peut pas, en fait, demander à chaque personne ce qu'elle veut et puis faire un melting pot. Vous voyez ce que je veux dire ? Un mélange de tout ça. C'est très difficile. Donc les gens, ils votent, et surtout quand il y a des partis qui rassemblent en fait des idéaux et que maintenant c'est carrément des blocs, les gens, ils votent pour des blocs en fait, qui se rapprochent relativement de leurs convictions. Mais le fait que, voilà, je sais pas combien il y a de partis, mais même si vous faites, allez, même s'il y a 25 partis, vous voyez, j'invente un nombre complètement aléatoire, mais même s'il y a 25 partis, c'est très difficile de représenter toutes les idées, toute la multitude d'idées et de positions que prennent les gens. Vous voyez ? Donc, c'est vrai que là-dessus, le nombre de personnes, par exemple, qui votent extrême droite, mais pour leur cause sociale, alors, et pas pour leur racisme, mais voilà, la droite, elle va sentir qu'on a voté pour eux pour le racisme. Et pourtant, ça n'a... Enfin, l'extrême droite, hein, pardon, j'ai dit de la droite. L'extrême droite. Et pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Il y a plein de gens qui votent extrême droite parce qu'ils sont persuadés que ça va donner un coup de pied dans la fourmilière et que du coup, les politiciens traditionnels vont se bouger. Bref, le maire d'Asnières, Hauts-de-Seine, Manuel Aeschlimann, désolé pour le nom, regrette lui aussi l'hystérie collective provoquée par certains débats au relent de sensationnalisme qui jette l'eau pauvre et pointe du doigt toute une communauté. C'est un sujet très difficile dont on passe des années à débattre sans réussir à passer à l'action, appuie Stéphane Hervé, maire de Bondy, Seine-Saint-Denis. Si ce n'est que de la communication et qu'il n'y a rien de concret, tout cela ne servira à rien. Le point commun entre ces élus LR, ils sont tous implantés dans des territoires populaires de la région parisienne, de Mantes-la-Jolie à Aulnay-sous-Bois, en passant par Asnières et Bondy. Chacun le souligne à sa façon. Leur ancrage local influe sur leur positionnement à ce sujet. Ma vision est alimentée par ce que je vois sur le terrain, résume Manuel Aeschlimann, qui lit aussi dans l'agitation législative actuelle une manœuvre politicienne. Je suis maire, je n'ai pas d'ambition autre que celle de gérer ma ville, ni d'arrière-pensée électorale. Alain Ramadier, dans Le Parisien, expliquait « Il y a de moins en moins de parlementaires LR en banlieue. En Seine-Saint-Denis, par exemple, je suis le seul député de mon parti. Les élus de province n'ont probablement pas la même connexion que nous sur le sujet du voile. Ils n'y sont pas confrontés dans sa globalité. Ils l'appréhendent par le prisme de certains médias qui évoquent trop souvent le prisme négatif. » Le Figaro. Excusez-moi. Le constat alarmiste des parlementaires de droite et d'extrême droite ne trouve que peu d'écho dans l'esprit de ces élus locaux. Dans son rapport, la sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brignot, rapporteuse du texte, évoquait la semaine dernière la menace pour la République que constituerait le séparatisme sous forme d'écosystème islamiste et de renoncement successif des institutions. Et ce qui souligne, et je trouve hyper intéressant, c'est vrai qu'en fait, il y a plein de trucs, on se rend compte que tant qu'on n'y est pas confronté, on ne peut pas comprendre. Mais vraiment. Mais pas forcément confronté, voilà, ces maires, je les crois vraiment sincères quand ils disent qu'ils ont rien... Tu peux pas avoir quelque chose contre... Tu peux pas être raciste au milieu, en fait, quand tu dois gérer, on va dire, une communauté où 50% des gens sont d'origine étrangère. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais ça marche pour tout, en fait, ça. De confession étrangère, ou pas étranger, parfois aussi. Mais en fait, c'est juste... Enfin...
C'est comme ça, en fait. C'est la vie. Et je trouve qu'on a trop tendance à vouloir... Enfin, c'est comme si on voulait se focaliser, comme si on voulait justement créer des paniers, vous voyez, créer des cases. Parce qu'on se dit que c'est plus facile avec des cases qu'en se disant qu'en fait, il y a plein de nuances. Et c'est un peu comme si, voilà, enfin, comment dire? En fait, le truc, ce qui est choquant, c'est que c'est un peu, voilà, on le dit par exemple, voilà, avec les terroristes, notamment les terroristes d'extrême droite, hein, ceux qui vont mitrailler tout à coup des personnes d'ethnie, d'origine étrangère ou juste de couleur de peau différentes. Ces mecs-là, ben, après, on n'entend pas des ah mais non, mais les blancs, ils doivent s'excuser. Ah mais non, mais là, pour le coup, la droite, elle doit présenter ses excuses. Mais non, évidemment. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces mecs ne représentent pas la droite. Ces mecs qui vont dans des mosquées flinguer plein de gens, ils ne sont pas de droite. C'est des fous. C'est des... Enfin, mais alors, dire que ce sont des fous, c'est aussi occulter le problème. Donc je vais pas utiliser ce terme-là. Je le retire. Hop, vous avez rien entendu. Mais c'est vrai que ce sont des gars qui sont complètement perdus, qui sont aveuglés par leurs idées, en fait. Ce sont des gars qui se sont perdus. Il n'y a pas d'autre mot. Mais autant que les terroristes, finalement. On a analysé les terroristes, mais on pourrait analyser les terroristes d'extrême droite. On le fera à l'occasion. Enfin, j'espère que non, parce que ça voudra probablement dire qu'il se sera passé un drame, et ce serait pas cool. Donc, mais je ne sais pas si on comprend le fond de ma pensée, mais c'est vrai que on peut pas réduire des gens juste pour enfin, à un point commun, vous voyez. C'est pas parce que tous les gens sont blancs que forcément c'est des connards. Ce n'est pas parce que tous les gens sont blancs que forcément ils sont racistes, voilà, par exemple. Hein. C'est pas parce que forcément, voilà, c'est un peu ce côté d'ailleurs que des gens se plaignent hein, en disant, mais c'est ce qu'on appelle le fameux racisme anti-blanc. On reparlera de ce terme aussi parce qu'il est beaucoup sujet à débat à juste titre. Mais en fait, c'est pas qu'il y a un... Enfin, voilà, par exemple, pour moi, c'est pas qu'il y a un racisme anti-blanc, c'est juste qu'effectivement, on a des politiciens qui sont parfois cloîtrés dans leur vision du monde et qui ne vont pas aller dans les banlieues, par exemple. Voilà, dans les endroits qui sont appauvris. Et c'est notamment pour ça aussi que c'est problématique, par exemple, que dans les politiciens, il n'y ait aucun chômeur, en fait, par exemple. Il n'y en a aucun qui a été au chômage, et pourtant, c'est eux qui jugent les gens qui tombent au chômage. Et eux, est-ce qu'ils vont y aller un jour? Est-ce qu'ils y sont déjà allés? Voilà, et il y a tout un tas de sujets, hein, il faut pas croire. Mais bon, comme c'est plus facile de tout à coup pointer des gens qui ont une différence qui est visible à l'œil nu, vous voyez. Moi, par exemple, si je vous regarde, je ne sais pas si vous êtes, voilà, même si vous êtes chômeur, si vous êtes travailleur, si vous êtes religieux ou pas, voilà, on peut pas voir ça. Par contre, c'est vrai que la couleur de peau, c'est si simple. Ça se voit à l'œil nu. Et donc, ils misent là-dessus pour finalement faire de la démagogie et permettre des idées complètement pétées, de mettre des idées complètement pétées en avant, vous voyez. Alors qu'après, ces politiciens vont dire « Ah, mais c'est parce qu'on est des politiciens qu'on est pourris, hein. » Vous voyez. Donc eux-mêmes, ça les saoule d'être mis dans des cases, mais ça les arrange bien de les utiliser quand ça va de leur côté. Sur le terrain, d'autres problèmes prioritaires. Le tableau que dépeignent les maires est un tantinet moins alarmant. Chez nous, ça se passe bien, explique par exemple Manuel Eichliman à Asnières. On n'a pas de club sportif infiltré, pas de prosélytisme à notre connaissance. On a des problèmes comme partout en banlieue, mais ils ne sont pas dus à l'islamisme ou à la communauté musulmane. Son homologue de Bondy abonde dans ce sens. J'ai d'autres problèmes qui passent avant, glisse celui qui a été élu en juin 2020. Par exemple, le fait de ramener la jeunesse à l'inclusion sociale et à l'éloigner de la délinquance et des trafics. Le séparatisme, ce n'est pas un sujet prédominant. C'est sur sa circonscription qu'un autre LR, Alain Ramadier, a été élu en 2017. La loi sur la laïcité est assez bien faite pour ne pas avoir à courir derrière le Rassemblement national, lance-t-il dans le Parisien 2 ans plus tard. Les gens vivent bien ensemble. Mais évidemment qu'on vit bien ensemble, putain. Je veux dire, si vous arrivez à vivre avec un chien ou un chat, par exemple, si vous aimez les animaux, mais enfin, je veux dire, il n'y a aucune raison, je veux dire, parce que ce que je veux dire par là, je me dis que ma phrase peut être totalement inversée, dit comme ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si même des animaux aussi éloignés de nous, vous pouvez vous entendre avec, les aimer, et voir des points communs avec eux, mais vous croyez que les autres êtres humains, évidemment que oui.
C'est les mêmes. Ce sont les putains de mêmes. Quand vous voyez un gars plus musclé que vous dites pas « Ah non, il est plus musclé. Non, c'est fini. » Je vais pas lui parler parce qu'il est plus musclé, c'est fini. Un gars qui a les yeux bleus, vous n'allez pas lui dire, et que vous avez les yeux bruns comme moi, vous n'allez pas lui dire « Ah non, lui les yeux bleus, non, je lui parle pas, il me comprendra pas. » Pourtant, il voit probablement d'autres choses que vous, il a un autre vécu de vous, hein, mais voilà, ça changera rien. Moi, voilà, le racisme est un truc que j'ai jamais compris, que j'ai toujours essayé, entre guillemets, de singer, parfois, parce que ça me fait rire, en fait, de penser. Pour moi, c'est vraiment une des pensées les plus absurdes que j'ai entendues, c'est le racisme, quoi. C'est vraiment... Bref, alors forcément, la persistance des polémiques autour du voile islamique exaspère un peu sur le terrain. Pierre Bédier, depuis sa fenêtre mantoise, détaille sa pensée. La burqa, c'est insupportable, très agressif pour nous. C'est très bien qu'il y ait une loi, mais le reste, franchement, qu'est-ce que ça pose comme problème? Je n'ai pas l'impression que le voile tue la République. Manuel Ailchiman a passé 10 ans sur les bancs de l'Assemblée nationale, 2002 à 2012, où il a vu pulluler les débats sur la question. Je n'ai jamais vraiment percuté sur cette problématique, reconnaît le maire d'Asnières. Le voile sur les cheveux ne me pose pas de problème, ce n'est pas un signe d'islamisme ou de dangerosité. Exemple de cette divergence, l'interdiction du port du voile pour les mères accompagnatrices de sorties scolaires est proposée par de nombreux parlementaires LR, mais massivement rejetée par les élus des communes confrontés à cette réalité. À Bondy, si on l'interdisait, on ne pourrait plus faire de sorties, souligne Stéphane Hervé. Je ne suis pas pour passer en force sur ces questions, Manuel Aschliman confirme. Chez nous, on a des femmes voilées qui font un super boulot associatif, sans aucun prosélytisme. Je ne vais pas les mettre dehors. Et d'ailleurs, je ne sais plus si c'était en France ou en Belgique, mais il y avait eu d'ailleurs un problème, puisque on avait interdit le port du voile pour une sortie à une mère, et du coup, en fait, les enfants, ils n'avaient pas pu sortir. Voilà. La mère, elle n'était pas du tout radicalisée ni rien, hein. C'était par religion, et qu'elle aimait bien, voilà. Se trouvait jolie avec, et du coup, il n'y a plus de sortie, quoi. Et en fait, même l'interdire, parce qu'il y a l'argument toujours de la fameuse soumission, que c'est un signe de soumission de la femme, etc. Mais est-ce que vous croyez que la soumission de la femme, vous allez réussir à la combattre en interdisant simplement de porter un voile? Je pense qu'au contraire, en fait, si on a des indices comme ceux-là qui pourraient nous permettre de penser qu'une femme est maltraitée ou non, il faut les garder. Parce que c'est ça qui nous permettra aussi de choper, entre guillemets, les maris qui sont des connards. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'enlever, en fait, ça va faire quoi? Ça va juste les isoler, par exemple. Donc cet argument-là me convainc pas du tout non plus. Bref, continuons l'article. L'élu des Hauts-de-Seine soulève aussi les dommages collatéraux que provoque le climat ambiant. À force de mettre tout le monde dans le même sac, on les pousse à se sentir rejetés, indique-t-il. C'est comme si on les poussait à se replier sur eux-mêmes. Pierre Bédier ne dit pas autre chose quand il lance « Plus on va les contraindre, plus ça va produire de l'extrémisme ». Et ça, c'est pour tout le monde, hein. C'est ce qu'on appelle l'effet de réactance. La stratégie du dialogue. Dire tout cela expose... sur l'effet de réactance, il y a Horizon Gull qui en a parlé une fois, mais je ne suis pas sûr que ce soit le titre de la vidéo, j'essaierai de retrouver. Dire tout cela expose ces élus locaux au glaive qui est l'accusation du clientélisme. Et si finalement, ils ne mettaient en avant une vision commode de la laïcité que par peur de perdre une partie de leurs électeurs? À Mantes-la-Jolie, certains opposants de Pierre Bédier raillent à l'envi le bédieristan et sa vision jugée électoraliste de la communauté musulmane. Même Manuel Ailchiman à Asnières y a eu le droit. Oui, on m'a parfois taxé d'être communautariste, soupire-t-il. Eux balayent ces accusations et assument ce que le président des Yvelines appelle la stratégie du dialogue. Certains élus ont peur du monde musulman, explique l'ancien ministre de Jacques Chirac. Moi, je suis entré viscéralement en contact avec eux. Depuis 25 ans, j'ai tissé des liens charnels et amicaux avec les musulmans. Ce sont des gens formidables. Je les ai aidés, autant qu'un maire le peut, à avoir un véritable lieu de culte ou à ouvrir une école privée. À ceux qui l'accusent de s'accommoder avec la laïcité, Pierre Bédier explique par une formule de la tolérance sur l'accessoire et de l'intolérance sur l'essentiel. Et c'est vrai qu'en fait, c'est intéressant de voir que même au sein de leur parti, ils se font critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a vraiment des mecs dans leur parti qui sont visiblement, qui ont qui doivent avoir de la puissance, une certaine prestance, on va dire comme ça, et qui est là et qui les pointe du doigt, alors qu'en réalité, eux, ils sont juste en mode, mais viens sur le terrain, mec, viens sur le terrain, et puis va leur dire à eux, hein, vas-y, va devant un musulman lui dire, mais connard, tu portes, enfin voilà, le voile, là, tu soumets ta femme. Tu verras comment il réagit. Parce que le nombre qui font ça juste par religion, c'est devenu une croyance. Enfin, c'est juste une croyance.
Pour la deuxième catégorie, l'ancien maire cite en exemple les créneaux de piscine réservés que certaines femmes lui ont déjà demandé. Je leur ai répondu, ça jamais, vous m'emmerdez, sourit-il, et elles l'ont très bien compris. Manuel Aeschlimann a vécu la même chose. Ça nous a déjà été demandé, on a dit non. On est très clair sur les lois de la République. Parmi les combats à mener, Pierre Bédier croit avoir une ligne de fracture, l'égalité homme-femme. C'est plutôt un problème traditionnel que religieux, d'ailleurs. Mais il existe, juge-t-il. On voit bien qu'il y a un souci là-dessus, hérité de sociétés patriarcales. Comment le régler alors? Par l'éducation et le dialogue, insiste-t-il. Et voilà. Et c'est là, par exemple, où, moi je rejoins effectivement ces élus. C'est par l'éducation et le dialogue. C'est pas par des interdictions. Alors certes, voilà, les piscines, je vois, c'est un débat très intéressant, les piscines. Parce que vous savez que les sociétés patriarcales, nous aussi, on est dans une société patriarcale, et on en arrive à des extrêmes comme ça, parce que même des femmes qui ne sont pas du tout musulmanes se sentent plus à l'aise à la piscine quand elles sont sans hommes. Voilà. Donc c'est un c'est un débat hyper intéressant qu'il faut pas juste baquer d'un revers de la main. Eux, ils ont leur position, et puis voilà. Après, c'est aussi des politiciens, et voilà, malgré tout, ils ont par rapport à moi aussi des positions différentes. Mais c'est pas pour autant que ça reste pas intéressant. Par l'éducation et le dialogue, par exemple, c'est un point commun sur lequel tout le monde devrait s'entendre en fait. Puisque visible, enfin, je veux dire, on peut être que d'accord avec ça. Si vous éduquez les enfants, parce que c'est d'ailleurs ce qu'on voit aujourd'hui, finalement, avec le sexisme, c'est qu'aujourd'hui, je trouve que les jeunes, notre génération, accepte beaucoup moins le sexisme que la génération de mes parents et de mes grands-parents. Et c'est hyper intéressant, et ça, c'est arrivé comment? Par l'éducation, parce qu'on a été éduqués à trouver ça anormal, à essayer de prendre soin de notre partenaire, en fait. De ne pas, voilà, de ne pas le négliger, en fait. Le maire de Bondy, Stéphane Hervé, souscrit à la méthode. On essaye de développer des politiques qui favorisent l'égalité homme-femme, d'être dans une démarche d'enseignement et de tolérance, détaille l'élu. C'est comme ça qu'on sera en capacité d'avoir un débat plus apaisé et moins caricatural. Son collègue d'Asnières, Manuel Aeschlimann, raconte les réunions qu'il organise entre les communautés religieuses, les cérémonies de naturalisation en mairie. C'est l'approche républicaine de base, celle que chacun devrait avoir, affirme-t-il. Ici, on traite les gens à égalité, dans le respect. Plus un vrai choix politique, c'est, à les entendre, une nécessité. On doit pouvoir construire une société harmonieuse, martèle Pierre Bédier. Si on n'y arrive pas, on va à minima vers une société d'apartheid où chacun est dans son quartier et au pire vers la guerre civile. Au Sénat, l'examen du texte contre le séparatisme devrait faire primer une vision plus radicale de la laïcité. L'élu local s'en accommande avec une boutade. Dans quelques années, on dira « le vieux Bédier avait raison ». Il prend ça avec philosophie. Bon, c'est déjà ça. Je voulais juste terminer en disant que quand même, sachez qu'en Belgique, moi je suis ça notamment, et de ce que je vois dans les critiques en Belgique, c'est assez étrange pour nous, hein, cette loi laïcité, parce qu'en France, vous avez l'air très très axé sur la République. J'ai envie de dire presque, il y a une impression comme ça de l'extérieur que... mais ça c'est mon avis personnel, mais il y a une impression un peu extérieure comme ça, que vous devez absolument affirmer votre liberté comme ça, votre démocratie en fait. C'est comme si il fallait opprimer certains pour que les autres se sentent libres en fait. Et c'est un peu étrange parce que nous, ça nous fait beaucoup penser, en tout cas du côté francophone, ça fait beaucoup penser justement à ce que les francophones ressentent vis-à-vis des néerlandophones. C'est vraiment cette oppression de comme nous on en a bouffé avant, maintenant c'est à vous d'en bouffer. Alors qu'en fait, on pourrait tous s'entendre. Et en Belgique, nous, on a énormément ça, comme je vous le dis, avec la communauté néerlandophone, qui est un peu... Les politiciens néerlandophones n'arrêtent pas de dire, mais les francophones ont profité, parce qu'il y a très longtemps, 5 à 10% de la population était francophone, et c'était les bourgeois. Notamment grâce à la France, qui était, à l'époque, qui avait une renommée incroyable, et qui, du coup, tous les bourgeois de l'Europe voulaient parler français et devenir français, quoi. Et c'est arrivé en Belgique, mais du coup, cette bourgeoisie francophone, ils soumettaient en fait la population. Mais la population, c'était 90% des gens, et en fait, ces 90%, ils étaient flamands, et ils parlaient néerlandais. Et en fait, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens, parce qu'on a des descendants dans tous les sens. Nous, francophones, il n'y a plus de bourgeois, il faut juste aller voir, il y a plus de pauvres, en fait, en Wallonie, hein, du côté francophone, que du côté néerlandophone, en fait. Donc,
le rapport s'est inversé, mais quand même, il y a des politiciens qui continuent à surfer sur cette vague de mais regardez ces francophones qui profitent, regardez, nous on travaille, nous on fait prospérer la Belgique et eux ils sont là comme des sangsues à profiter du système et comme ça et c'est pour ça qu'ils veulent se séparer. Et donc au final, je crois qu'en vrai, en Belgique, on a beaucoup moins ce débat parce que je pense qu'on est beaucoup plus proche aussi. Justement, on est dans une situation déjà tellement complexe proche du racisme entre francophones et néerlandophones. On parle d'ailleurs parfois de racisme hein, du côté néerlandophone, mais je suppose que eux doivent dire la même chose parfois du côté francophone. Mais c'est vrai qu'on dit que souvent les néerlandophones, on entend des histoires, moi c'est courant que j'entende des histoires de néerlandophones qui ne veulent pas parler en français. Voilà. Donc tous les néerlandophones, enfin tous les néerlandophones, la plupart des néerlandophones parlent français pour le cadre de leur travail, etc. Et en fait, il y a énormément de discrimination de francophones par les néerlandophones. De gens qui, voilà, quand tu vas de l'autre côté de la frontière linguistique en Belgique, tu peux être très mal accueilli si tu parles français. Et les Français sont souvent mieux accueillis en Flandre que des Belges. Il faut savoir ça, que des Belges qui parlent français. Donc si vous allez en Flandre d'ailleurs, et que vous voyez un néerlandophone qui a l'air un peu... qui a l'air de mal vous accueillir, eh bien, n'hésitez pas à dire que vous êtes français, si vous êtes français, et vous verrez directement une grosse différence. C'est assez incroyable. C'est un peu comme les Belges qui vont en Corse, vous voyez. Quand on va en Corse, si vous êtes français, vous êtes mal accueilli, mais si vous êtes belge, bah, si vous dites que vous êtes belge directement, là, ils vous font un grand sourire et vous êtes leur frère, quoi. Bon, évidemment, je caricature un peu et il faut pas faire de généralité, hein, mais c'est pour expliquer vraiment la situation, pourquoi finalement cette situation que vous vivez en France, en Belgique, nous paraît un peu spéciale, parce qu'effectivement, nous, du côté francophone, c'est une situation, c'est un débat qui a lieu, mais au sein même de la communauté belge, en fait, tout simplement. Voilà, si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à donner votre opinion en commentaire, à vous abonner, et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Voilà, la bise!